Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Mélanie Bardin, alias Sepio. Avec son univers coloré et onirique, l'illustratrice possède déjà une belle ludographie. Des gardiens des saisons chez Spaceco, à l'île des Mookies chez Scorpion Masqué, en passant par Refuge édité chez Bombix, la jeune femme enchaîne les collaborations depuis seulement 3 ans. J'ai eu le plaisir de rencontrer Sepio lors du festival Paris et Ludique au début du mois de juillet. Alors je suis à PEL, je suis avec Mélanie Bardin, alias Sepio. Vous voyez sans doute souvent son nom en ce moment sur les boîtes de jeux. Sepio, tu es illustratrice. Oui. Merci d'avoir répondu à mon invitation et bienvenue sur le podcast. Merci à toi et puis bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien déjà ? Oui, je vais très bien. On est content, il pleut pas, il fait pas trop chaud, on est bien. C'est ça. Sepio, par où on commence ? Peut-être comment toi tu as... c'est quoi ton parcours en fait ? Ton parcours peut-être d'études, parce que comment on arrive à l'illustration ? C'est pas forcément par hasard. Alors moi en fait, j'ai toujours adoré le dessin depuis toute petite. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais à la différence d'autres enfants, j'ai toujours continué en fait le dessin. J'ai pas réagi tout de suite que le dessin pouvait être un métier. Je le faisais plus en loisir. Et puis, il s'est avéré qu'à l'époque où j'ai un peu découvert le jeu vidéo, genre vers mes 10-12 ans, je m'étais dit, mais en fait, il y a des gens qui font ce genre de choses. Donc, c'est un métier, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Et en fait, ça m'a fait découvrir ça, je me suis renseignée. Et du coup, sur le coup du collège, je m'étais dit, mais en fait, je veux partir là-dedans. Et après, je suis allée voir un peu les études supérieures qui existaient. Donc, j'ai carrément sauté la case, en fait, presque pas lycée, mais je suis allée voir les études supérieures à Lyon à l'époque pour savoir les études supérieures, ce qu'elles me conseillaient de faire comme lycée. Ah ok, d'accord. Ouais. Et du coup, après, ils m'ont dit, vas-y, tu peux aller directement, si t'es sûr de toi. Tu vas dans un bac pro graphisme. Et je suis partie faire en fait directement un bac pro de graphisme. Donc on avait vraiment des étapes de graphisme, un peu de dessin dedans. Je suis contente parce que ça m'a donné quelques notions en graphisme quand même, en plus que d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas fait ce cursus. Et après j'ai fait une école supérieure en fait d'art appliqué où on apprend le dessin, la BD, un peu d'animation, l'art en général et tout ça. Et j'en suis très contente. Cette école, elle s'appelle l'ENAI, la deuxième que j'ai fait. Ok, et ça a duré combien de temps ces études ? Le bac pro qui était sur Grenoble, lui, il a duré 3 ans. Et après, l'ENAI, ça a duré aussi 3 ans. Et alors, est-ce que tu avais pris des cours, on va dire, dans une association ou autre, dans une école, avant, en étant plus jeune ? Ou est-ce que vraiment c'était plus la autodidacte ? Alors, c'est beaucoup d'autodidacte en fait, parce que les cours dans les écoles, on est presque plus sur de l'art plastique en quelque sorte. Mais j'en ai quand même fait un petit peu par envie. J'ai quand même fait un club de dessin à l'époque quand j'étais plus petite. Je faisais quelques dessins, oui, le samedi, mais vraiment plus pour avoir une petite ambiance, avoir des copains, des choses comme ça. Et j'en suis très contente d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai vraiment appris quelque chose ? Oui, sûrement, parce que à partir du moment où tu dessines, en fait, tu pratiques et tu apprends. Mais je pense que c'est vraiment plus l'après, c'est plus l'étude supérieure quand même pour le dessin. Ok. Et alors, est-ce que toi, tu penses que le dessin, finalement, c'est abordable à tous ? Si on travaille comme n'importe quelle finalement filière dans laquelle on pourrait travailler et apprendre, ou est-ce qu'il faut quand même avoir un peu une patte, un don, quelque chose ? Non, moi le don vraiment j'y crois pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un en fait de très travailleuse en fait. Désolée, j'ai vu un ami. Ouais, c'est très bien. Mais ici on croise plein de gens donc. J'ai croisé Théo du coup, pardon. Non mais c'est très bien. Tu sais, on met 10 minutes pour réussir parfois à traverser un lieu. C'est pour ça que j'ai compté dans le timing pour venir en fait. Je t'ai dit il faut qu'on vienne à 9h30 pour être là à 10h parce qu'il y a une demi-heure où on va faire des bisous en arrivant partout à tout le monde. C'est normal. Du coup, voilà. Du coup, excuse-moi, tu disais. Donc je te disais, il faut quand même avoir un don au départ, un regard particulier, ou est-ce que vraiment ça s'apprend l'illustration ? On peut l'apprendre n'importe qui. En plus, elle est importante cette question parce que je l'aime bien. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très travailleur. J'ai eu quand même des difficultés scolaires importantes quand j'étais petite parce qu'en fait, j'étais dyslexique. J'ai mis du temps à comprendre avant de trouver ma voie. Qu'on m'a dit ce genre d'études, même le bac pro était difficile à rentrer parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic pour réussir à m'en sortir. Avant, j'y arrivais pas. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai trouvé ma voie. Donc du coup, après, j'ai réussi à finir avec des bons résultats scolaires. Mais avant, c'était compliqué. Donc au final, je trouve que le travail fait beaucoup. Le travail est important. Voilà. Mais le travail personnel, le travail pour se nourrir, j'imagine aussi. En fait, le travail, vraiment, c'est accessible à tout à partir du moment où tu as le temps, en fait. Et c'est en fait, la clé, c'est d'avoir le temps pour te permettre ce genre de choses. Et moi, j'avais le temps parce que j'avais en fait, le bac pro qui m'a permis d'avoir du temps pour travailler aussi à côté parce que c'était moins chronophage qu'un bac général. Et j'avais des heures de permanence où je dessinais en finale
tout le temps en plus du bac pro et tu peux dessiner tout le temps. Et même d'ailleurs des gens qui ne font pas forcément d'école d'art, il n'y en a pas forcément besoin, tu peux être autodidacte et tu te formes. Et c'est juste en fait une histoire de temps. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas dessiner et plus en fait ça va venir. Et il n'y a pas vraiment de talent. Je pense qu'il y a une sorte de sensibilité que tu peux avoir forcément. Si t'as pas d'intérêt en fait dans le dessin, tu vas pas passer des heures à dessiner, c'est logique. Donc tu as une sensibilité par rapport à ça, comme quelqu'un qui cuisine au final. C'est ça, ou quelqu'un qui apprend la musique, tout simplement. C'est ça, si tu n'aimes pas cuisiner, tu passeras pas 8 heures devant les fourneaux et ça sera jamais bon, c'est mon cas, pardon, mais voilà, tu vois. Oui, et pourtant j'adore sûr. manger, mais je ne sais pas cuisiner parce que j'arrive pas à rester des heures devant une poêle à cuire par exemple ou quoi que ce soit, quoi. Oui, bien sûr, de toute façon il faut avoir l'appétence, ça c'est sûr. Et puis la curiosité, voilà, d'aller découvrir différents, j'imagine, univers. Alors toi justement, tes inspirations, ton univers, tu le décrirais comment ? Avant d'être dans le monde du jeu, je t'avoue que je ne savais pas vraiment comment le décrire. Je disais que je faisais un petit peu de la féerie, des choses comme ça. Et au final, à force de montrer mon book, on me dit que c'est très onirique en fait. Et c'est vrai que je connaissais pas vraiment ce mot-là. En fait, je le connaissais, mais de loin, sans savoir trop ce que c'était. Et je me dis, en fait, ouais, c'est vachement onirique. C'est vachement onirique. Je fais travailler beaucoup sur le rêve, sur la couleur, sur l'émotion, sur les jeux de lumière aussi. J'aime beaucoup mettre de la profondeur avec la lumière. En fait, il suffit que tu éclaires un personnage, il va vachement ressortir. Tu lui rajoutes en fait la couleur et bim, en fait, ça explose et c'est trop cool et c'est trop agréable de travailler ce genre de teinte. Et enfin, moi, j'adore. Ouais, c'est vraiment des trucs un peu comme ça. Ok. Et alors, quelles ont été tes inspirations ? Tu t'es nourri de quoi justement, plutôt quand tu étais ado, enfin tout au long de ta vie en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré et peut-être aujourd'hui fait que tu es dans cet univers-là aujourd'hui ? Alors moi du coup, je suis dans cet univers-là aujourd'hui parce que comme je te disais, en fait je découvrais le monde de l'art vraiment à travers le jeu vidéo. Je suis une grande fan de Zelda. Okay. Je suis une grande fan de Pokémon. Je suis une grande fan en fait des jeux japonais en fait. Donc même Okami, des choses comme ça, si les gens connaîtront peut-être. Mais en fait voilà, je suis vraiment bercée en fait par la culture japonaise. Et pourtant j'ai découvert les Ghibli par exemple un peu tard. J'étais beaucoup bercée par Disney quand j'étais petite, classique. Et en fait après tout l'univers japonais des jeux vidéo qu'on retrouve beaucoup. Et maintenant je me nourris aussi beaucoup de Genshin Impact. Ça c'est quoi ça, Genshin Impact ? C'est un jeu qui est sorti peut-être. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait quoi ? C'est pas très vieux, c'est pas comme Zelda, ça doit avoir 5 ans, peut-être un peu plus, tu vois. Indirectement, il est beaucoup inspiré de Zelda, en fait. Et j'aime beaucoup parce qu'on remarque dans Genshin, tout est très coloré. Les ombres, c'est d'un violet fou dans certaines zones. Et par exemple, typiquement, on ne travaille pas avec du noir pour faire les ombres. Beaucoup d'artistes, du moins, parce que ça salit la couleur. Certains, oui, mais en général, on évite. Et dans Genshin, c'est carrément hyper tranché. Si on regarde le sol, les ombres, elles sont violettes au niveau du sol. D'accord. Et c'est vraiment beau. Et en fait, je fais ressortir ça dans mon travail énormément. Ok, bon, j'irai voir. Je ne connais pas ce jeu. Et alors, comment tu as fait tes premiers pas dans le monde ludique alors ? Est-ce que toi, tu étais joueuse déjà ? Alors, j'étais pas exactement joueuse. Moi, j'étais d'une famille en fait assez classe moyenne voire populaire. On n'était pas très axé culture, donc je connaissais plus le Monopoly, le Uno, des choses comme ça, et ça s'arrêtait vraiment à là, et mes parents n'avaient pas d'intérêt particulièrement là-dessus. Et en fait, j'ai découvert le monde du jeu grâce à une personne que j'apprécie beaucoup, qui était dans mon école, qui s'appelle Camille Chaussy. Ah d'accord, effectivement, on s'est déjà rencontré Camille plusieurs fois. C'est une personne adorable et vraiment un gros amour. Donc vous avez fait la même école ? On a fait la même école, mais on n'était pas dans la même promotion, parce que j'étais un petit peu plus jeune qu'elle, mais on s'est rencontrés quand même, parce que j'avais fait un stage à l'époque, parce qu'il y avait une équipe en fait d'illustrateurs et de personnes dans la BD qui étaient sur place, dans une salle, et du coup je mangeais avec eux le midi, puis après ça a fait connaissance avec Camille, et puis on est resté en contact, et elle m'a fait découvrir du coup le monde du jeu indirectement, en me disant viens un soir chez moi, et puis elle m'a fait découvrir Seven Wonders, et je m'étais dit mais c'est incroyable le jeu de société, je n'ai rien contre le Uno et le Monopoly, je passais des bonnes parties, mais après le Uno, comme on a fait ça peut-être toute sa vie à chaque fois qu'on partait en vacances, je pense que c'est plus un trop plein. Bon, ça tue, oui. Voilà, c'est ça, mais c'était quand même très bien. Et là, le Seven Wonders, j'ai redécouvert le jeu de société et je me suis dit mais c'est incroyable. Du coup, c'était mes premiers pas. Okay. Mais j'ai pas mis le lien tout de suite dessus que c'était intéressant, qu'on pouvait avoir besoin d'illustrateurs. Donc après, mais elle avait déjà travaillé un petit peu dans ce monde-là, non, peut-être pas encore. Non, parce qu'elle était encore en études à ce moment-là. Donc, mais elle était joueuse, ouais. C'est ça. Camille, elle est très joueuse. Et du coup, voilà. Et après, j'ai fait mes études. J'ai travaillé dans l'illustration. Je pensais plus partir dans le monde du livre. Bizarrement, ça n'avait pas fait le déclic. Et après, moi, ce qui est dans mon parcours un petit peu particulier, c'est que j'ai travaillé pour beaucoup de petites entreprises, des particuliers, parce qu'en fait, j'ai réalisé un voyage en camping-car pendant 3 ans, où je ne pouvais pas vraiment prendre de très gros projets conséquents. Et ce qui est marrant, c'est qu'on m'avait déjà contacté pour des jeux de société, que du coup, je renvoyais vers des collègues comme Camille, parce que je ne pouvais pas les faire, je ne voulais pas me brider pendant 6 mois ou 3 mois sur un projet. J'étais en mode, j'avais besoin de liberté et je ne voulais pas risquer de ne pas honorer mes engagements ou de compromettre quoi que ce soit. Donc, je restais sur des petits projets pour les particuliers. Moins engageants, quoi, moins longs. C'est ça. Où au
final, ça m'a fait ma patte, ça m'a fait un petit peu découvrir le milieu pro. Et du coup, voilà, donc après ces 3 ans, là, j'ai dit, les go, on y va. Je vais aller voir un peu ce qui se fait. Je suis allée dans une galerie commerciale et je suis allée voir. Et j'ai vu des livres-jeux, des livres. Et j'avais postulé à plein de livres. Et là, j'ai laissé un CV à Gameflow. Ok. Donc, sans faire exprès, j'avais pas vraiment la remarque que c'était un peu un univers différent du livre, parce que c'est quand même un livre-jeu. Un livre-jeu, ouais. Et j'ai travaillé avec eux, mais ils m'ont recontacté vachement plus tard. Genre, ils m'ont recontacté 2 ans plus tard ou 1 an plus tard. Et du coup, ça m'a fait mon premier projet. C'était leur gamme des aventures, ma bibliothèque- petite aventure, ma grande... La bibliothèque infinie, ma première aventure. Ma première aventure, ouais. Ouais, là on a bien travaillé dessus pendant 4 à 6 mois. En plus, exactement, moi je faisais un peu de digital, mais j'étais surtout à l'aquarelle, au crayon de couleur. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve encore un petit peu dans mon travail au niveau des couleurs, de la gestion et tout ça. Et c'est vrai qu'on m'a dit, on adore ton style à l'aquarelle, mais pour que ce soit plus efficace, qu'on puisse le modifier facilement, essaye de trouver comment l'adapter en numérique. Et on l'a adapté en numérique. Et c'est là que ça en a découlé mon style. À la suite de ça, après, il y a Benoît Forget, excusez-moi, je peux écorcher les noms. Benoît Forget, oui, voilà, de Spaceco, qui m'a contacté. Je savais pas qui c'était parce que vraiment, je venais pas de ce milieu-là, je connaissais pas. Il me dit, salut, c'est Benoît, vous êtes Spaceco, tu connais et tout. Je dis, non, je connais pas. C'est pas grave, Asmodée. Je dis, pardon, je connais pas non plus. Et là, il a rigolé. Et je comprends maintenant pourquoi il a rigolé. Mais sur le coup, c'était très drôle. T'inquiète, c'est pas grave. Bon, on va essayer un jeu. Si ça se passe bien, on en fera peut-être d'autres et tout et tout. Ça s'est bien passé. On a fait 1, 2, 3, 4, je sais plus combien. Oui, alors effectivement, je sais pas dans quel ordre c'est, mais donc, chez Spaceco, tu as effectivement Gardien des saisons, Des souvenirs plein le ciel, Chou y es-tu, oui. Unlock Kids au cœur de l'Afrique, oui. Le chemin de la maison. Je sais pas s'il y en a d'autres. Pour le moment, effectivement, non. c'est... Par contre, les gardiens de saison, je tiens à préciser, c'est quand même pas moi qui ai fait, c'est un autre collègue. Moi, j'ai fait quelques petites cartes dedans, en fait, d'accessoires. Excusez-moi, je n'ai plus le nom de ce collègue parce que j'ai pas une bonne mémoire des noms. Mais voilà. Mais sinon, pour les autres, par contre, oui, c'est moi. Et donc, ça a été quoi le premier jeu que tu as fait avec Spaceco ? Le premier jeu que j'ai fait, ça a été le Chou y es-tu. Chou y es-tu, d'accord. Et donc, au départ, tu as été finalement très dans l'univers jeu enfant. Oui. Par rapport à ton univers, il y a une appétence particulière de plutôt travailler dans cet univers plutôt enfantin ou pas forcément ? Je pense que ce qui m'a amené en fait à faire du jeu enfant, c'est parce que je travaille beaucoup la couleur. Et la couleur est encore très connotée pour les jeux enfants. Ça commence à se démocratiser un petit peu. On commence à en voir dans les jeux adultes, justement, parce que les adultes demandent des jeux colorés. Ils disent, mais pourquoi on a toujours des jeux pas colorés, en fait, nous aussi on veut de la couleur. D'ailleurs Théo pourra vous en parler justement parce que Théo aime les jeux adultes colorés, en fait il en veut de partout. Donc c'est ça qui m'a amené indirectement là-dedans. Moi je m'adapte aux clients, donc j'ai fait des jeux enfants parce que c'était ce qu'on me demandait. Et maintenant, je précise bien, attention, je veux travailler aussi sur des jeux adultes. C'est ce qui s'est passé du coup avec le jeu Famille Refuge, c'est ce qui s'est passé aussi avec Altered, et c'est ce qui se passe aussi sur d'autres jeux comme le jeu que je suis en train de faire avec Borderline ou Wiz aussi. D'accord. Oui, voilà, c'était pas une volonté de ta part au départ, c'est juste un concours de circonstances. Et puis ça s'est bien passé, et voilà. C'est exactement ça. Et ça me dérange pas de continuer des jeux d'enfants. Je vais en faire aussi d'autres, des jeux enfants. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de faire du coup les deux publics. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et alors, pour l'instant, de quel jeu ou quel peut-être justement tu as pu illustrer, tu te sens le plus proche en fait? Le jeu que je me sens le plus proche que j'ai illustré. C'est compliqué parce qu'en fait ils ont tous une histoire. J'ai toujours travaillé avec des super équipes. Honnêtement, j'ai été hyper chanceuse et je pense que c'est ça qui fait que j'ai bien accroché avec le monde ludique parce que je trouve les gens incroyables dans le monde ludique. J'ai pas eu cette sensation-là quand j'allais dans les salons de livres. Ils étaient gentils, mais j'ai pas eu le même contact. Et là, je sais pas si c'est parce que c'est un peu des geeks ou quoi que ce soit, mais les gens sont incroyables et Gameflow j'adore parce que c'est une équipe incroyable. Ça a été mon premier jeu, ils m'ont mis la main à l'étrier. Benoît avec l'équipe, avec Léa, avec Clément, ils m'ont continué. Chaque projet était top, surtout quand le premier jeu on le fait aussi avec eux. Après j'ai eu... Ça t'a mis la confiance aussi peut-être. C'est ça m'a mis la confiance. C'est mon premier jeu Chou y es-tu, donc ça fait quelque chose. J'ai Refuge qui en fait... Refuge sortait d'un jeu qui a été en fait un peu plus contraint, qui avait une direction artistique qui était vraiment très carrée, très millimétrée, qui est le jeu le plus technique que j'ai fait, qui va sortir prochainement, que je peux pas entrer en parler avec Libellude. D'accord. Mais qui est d'une technicité incroyable. Et là, en finale, je suis passée directement avec Refuge, où je suis arrivée, où il m'a dit fais juste ton taf, nous on veut un truc hyper avec plein de couleurs, vas-y à fond. Et je leur ai proposé 3 couleurs différentes et on est parti dans celui le plus à fond. Donc à la fois Refuge, je l'adore aussi parce qu'on a ce côté hyper coloré, ça m'a lâché en fait après un projet quand on était beaucoup plus cadré, ça m'a lâché complètement dans un projet délirant quoi, et c'était super. Scorpion aussi avec l'île des Mookies. L'île des Mookies, oui, ça sort bientôt. Non, il est sorti. Il est sorti en juin. Lui apparemment, il marche du feu de Dieu, donc c'est trop bien. Mais lui, pareil, typiquement, j'avais oublié un détail. J'adore le jeu vidéo, je viens du jeu vidéo dans mes références, et je voulais qu'à la base caractère designer. Et ça m'a rappelé en fait à quel point ça s'est bien passé. Il m'a dit mais
t'as jamais été character designer avant? Je lui dis bah non. Il dit mais ça a coulé tout seul. Bah ouais, parce qu'en fait, je sais pas si on peut dire, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi depuis toute petite. Qu'est-ce que tu appelles character designer? Ça veut dire en fait designer de personnages, tu crées des personnages. Mais j'étais pas partie là-dedans parce qu'on m'a dit attention, c'est que l'élite là-dedans, c'est compliqué d'en vivre. C'est-à-dire tu leur crées une histoire, tu leur crées un univers, vraiment tu peux aussi, après je connais pas assez vraiment du coup le métier de character designer, mais moi vraiment je crée le design du personnage dans le cas par exemple. Après indirectement oui, je vais toujours un peu plus loin, je peux leur trouver des noms, des choses comme ça. D'où comme le poster où on a mis ça pour trouver des noms pour les petits personnages, pour les enfants dedans. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi hyper similaire. Donc lequel je pourrais être le plus proche? De toute façon, j'imagine que chaque illustrateur met de soi dans chacun de ses jeux. On met de soi, on va dire peut-être, je sais pas, allez, Bombix parce qu'ils sont bretons comme moi. Alors oui, tu vis là-bas maintenant, donc ils sont pas loin de chez toi. Je suis une pièce rapportée de la Savoie, mais oui, maintenant je suis bretonne. Après ton parcours de 3 ans en caravane, c'est ça tu disais, en camping-car, tu as sillonné la France, tu as fait quoi? Tu es parti en Europe Alors on a fait un petit peu d'Europe. Par contre, il faut savoir que vu qu'on travaillait en même temps, enfin mon conjoint qui était avec moi, on pouvait pas trop quitter l'Europe. En plus, on était avec notre petit chat, donc on restait même... L'Europe, c'était presque plus pour le repos et on travaillait beaucoup en France. Et quand en fait on voyage en travaillant, la différence de voyager parce qu'on aurait mis des sous de côté pour faire le voyage, qui n'était pas l'optique, on va moins loin. Oui. En fait, on spot à un endroit, on cherche du travail, on travaille quelques temps, dès qu'on a l'argent, on se déplace, etc. Oui, etc. Mais ça t'a permis de connaître bien la France, j'imagine. Oui, et donc tu as choisi la Bretagne. C'est ça, et on a eu un très gros coup de cœur à l'époque sur Concarneau. Et malheureusement qu'on a quitté dernièrement pour aller plus du côté de Saint-Brieuc. Pour mon travail, pour son évolution professionnelle. Et c'est vrai que ça a été très dur de quitter Concarneau. Et je ne savais pas à l'époque qu'il y avait Bombix à Quimper. C'est moi un jour qui arrive à Cannes, donc à l'autre bout de la France bien sûr, et qui dit oh ouais, vous avez tous des copains autour de chez vous et moi je suis toute seule au fond de ma Bretagne, il n'y a personne et tout. Et il me dit mais tu sais t'es un super éditeur là-bas. Donc moi comme d'hab qui ne connais rien parce que j'arrive un petit peu dans le milieu comme ça, il dit bah t'as un super éditeur qui s'appelle Bombix. Je dis ah c'est cool, ils font quoi? Je regarde un petit peu leur catalogue, je me dis ah ouais c'est vrai que c'est joli. Donc je suis allée les voir. Tu es allée les voir directement. Je suis allée les voir, je dis ah salut, coucou, je suis voisin de vous mais on se rencontre à Cannes. Oui c'est bizarre. Mais du coup voilà je fais ça. Je suis pas depuis longtemps dans le jeu de société mais je fais des trucs colorés. Si vous avez un projet un jour n'hésitez pas. Et là je vois Louis qui bug et qui me dit oh, on a peut-être un truc et tout machin. Et puis après ils m'ont recontacté 1 ou 2 mois plus tard. Ils m'ont dit bah vas-y. C'est parti, puis ça a roulé. Pour refuge, quoi. Et pour refuge. Alors justement, quel est ton rapport aux éditeurs? Comment ça se déroule, en fait, la collaboration? Ils viennent vraiment avec un cahier des charges très précis ou on te laisse beaucoup de liberté? Enfin, peut-être que c'est variable. C'est vraiment très variable. Quand je disais le projet avec Libellude, le cahier des charges qu'avait fait la directrice artistique, mais c'était un cahier des charges incroyable. Je lui ai même dit, je dis, mais quel boulot, quoi. Et en fait, t'es même contraint au niveau des couleurs, en fait. T'as des couleurs à respecter. T'as un cahier des charges de fou, en fait. D'accord. Alors que t'en as d'autres en disant bah non fais-toi ton travail et puis c'est parti, on a les pièces, on a ça, on sait qu'on veut ça. Et même des fois ils arrivent, certains jeux des fois ils sont pas forcément aboutis, il me dit bah on attend que tu nous dises un petit peu et puis t'y vas et on te laisse la liberté. D'accord. En vrai j'aime bien être un tout petit peu cadré parce que ça m'aide du coup à peut-être sortir des choses encore un petit peu plus cadrées avec des limites. Mais au final, tu vois, Refuge, j'ai été cadré par rapport un petit peu au thème. Il y a eu Loïc, très bon directeur artistique d'ailleurs, Loïc, vraiment aussi incroyable. Asquette, en ce moment. Oh, excusez-moi, j'ai pas ça. Non, mais je crois que c'est les ça. deux frères, il y a les deux frères. Oui, et du coup, le DA du coup de Bombix est quelqu'un d'incroyable, de très calme, d'ailleurs, et qui est vraiment très posé par rapport au projet. Et j'étais en mode, mais waouh, j'en ai pas eu beaucoup des DA comme ça, mais vraiment aussi incroyable. Et du coup, malgré qu'il me laissait énormément de liberté, il a su mettre là où il fallait, mais avec une liberté de ouf, par exemple. Et ça a fait des trucs intéressants quand même, tu vois. Donc, vraiment, un peu de tout me va. Tout te va. Et alors, justement, je voyais, donc tu es illustratrice, mais aussi concept artiste. Oui. C'est ce que je voyais, mais je ne sais pas, en fait, forcément en quoi cela consiste. Le concept art, en fait, tu fais un peu de la recherche graphique par rapport à un style donné. En tout cas, on a tous un petit peu une définition différente du concept art. Vraiment, c'est assez fou. Personne n'a forcément la même définition de ça. Mais moi, je le vois plus comme, en fait, quand tu as une patte graphique qui est intéressante, qui apporte une plus-value à quelque chose, ça fait qu'on veut te faire des recherches rapides par rapport à un concept de jeu. Par exemple, imagine, tu as une forêt illustrée, bah vas-y, fais-moi un concept art par rapport à cette forêt. Et du coup, bah, je vais partir avec des couleurs délirantes, un machin, voilà, je te fais un concept, des croquis. C'est pas une image aboutie, c'est plus la partie pré-recherche en apportant une valeur ajoutée en fait à cette partie-là. C'est des styles, enfin c'est des choix de styles différents. C'est ça. En fait, tu vas te proposer, par exemple, comme tu dis, sur une forêt, tu vas partir sur des choses très différentes. Bah, je sais pas, des choses un peu plus cubiques, des choses un peu plus par exemple, on peut arrondies, des couleurs différentes, c'est ça? On fait des pré-recherches. En fait, bah, typiquement, si je prends l'exemple de Bombix, j'aurais proposé 3 styles différents. Mais ça peut être aussi, il y en a qui peuvent connoter ça du coup à la direction artistique. Mais j'ai un directeur artistique généralement, parce que c'est lui qui aiguille. Mais on peut aussi connoter ça direction artistique pour certains. Moi, je vois plus dans le concept art. Je fais plusieurs propositions. Donc,
pour Bombic, j'avais une proposition avec une forêt vraiment hyper poussée, couleur, on y va à fond. Une version un petit peu plus amoindrie, avec des couleurs un petit peu plus réalistes, mais toujours un peu poussées. Une version beaucoup plus classique en disant est-ce que tu veux une forêt verte pour que les gens comprennent bien que c'est une forêt verte. Et du coup, il m'a dit ah non, ça, on m'en veut pas. Et du coup, il a dit nous, tu vas là-haut. Tu vas à fond. D'accord, il t'a mis l'option la plus... la plus élevée. Et du coup, c'est un peu ça le concept art. Et après, je lui fais des petites propositions croquis par rapport à ça et on y va à fond. Et tu valides oui, non et voilà. C'est assez chronophage, j'imagine, cette étape. Pas forcément. C'est l'étape de recherche qui, pour moi, en fait, elle est vraiment importante. Vu que je peux proposer, en fait, plusieurs rendus, plusieurs couleurs, plusieurs choses, en fait, je trouve qu'elle est assez importante et c'est dommage de la louper. Elle est complémentaire en fait au reste. Oui, je comprends. Parce qu'effectivement, ça permet aussi d'orienter après derrière. C'est ça, je veux bien comprendre ce que l'éditeur aussi recherche. Parce qu'il y a certains éditeurs qui vont me dire ah oui, on adore tes couleurs, mais on veut quelque chose quand même que, par exemple, les enfants arrivent bien à comprendre. On a eu le cas par exemple sur le chemin de la maison avec Spaceco, où en fait on a été embêté à un moment. On était parti sur une super couverture avec des teintes coucher de soleil, magnifique. Je leur ai fait un tout petit croquis justement en disant voilà, ça serait pour le personnage. Ils m'ont dit ah non, mais même ce pion personnage, on veut ça pour la couverture. On était parti là-dessus. Et puis on s'est rendu compte qu'après on a mis des arbres en fait déjà un peu compliqués comme point de vue, des arbres coupés, vus par-dessus. D'accord. Donc alors le truc un peu bizarre à faire. Et au départ, si on devait suivre la reste de la contrainte de la couverture qu'on avait fait des arbres rouges, on passait les arbres rouges. Et là, Léa, elle m'a dit le problème, on n'arrive pas à comprendre du coup que c'est des arbres. Donc là, typiquement, on est parti sur du vert. Et tu vois, là, cette étape-là leur était intéressante du coup parce qu'on l'a sauté, vu qu'ils sont tombés amoureux de mon pion personnage. Okay. On l'a sauté en fait cette étape-là parce qu'ils ont un coup de cœur là-dessus. Alors que ça aurait mérité peut-être qu'on fasse l'étape en fait de proposition couleur avec du vert et pas du vert avec du bleu, du chinchilla, j'en sais rien, bref. Ouais. Et du coup, ça a fait qu'on a dû revenir après sur la couverture et qu'on l'a passé du coup en verte. D'accord, ok. Voilà. Oui, c'est des étapes qui permettent finalement de petit à petit cheminer et trouver la bonne direction. C'est ça, parce que là, typiquement, peut-être pour l'enfant, on était mieux à mettre vraiment du vert pour faire comprendre aux enfants qu'un arbre, oui, c'est vert. Et ce qui est chouette quand même, je trouve, c'est que par rapport à différents jeux que tu as pu faire, je trouve qu'on reconnaît quand même tout de suite ta patte. Je pense que ça doit arriver à pas mal d'illustrateurs, mais c'est pas toujours le cas. Et je trouve que, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, enfin de couleurs très chaudes, souvent je trouve dans les teintes orangées, jaune jusqu'au marron, et très lumineux. Oui. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est vraiment ce qui se dégage de tes images, plus ce côté effectivement un peu onirique. Ça, c'est... Enfin, comment tu l'expliques en fait ? Alors ça, je suis encore en train de travailler sur pourquoi en fait, réellement. En réalité, je suis pas une grande technicienne. C'est quelque chose que je vais travailler et que je travaille de façon tout le temps. Mais tu vois, en anatomie, je pêche un peu, donc j'aime bien justement quand le directeur artistique me corrige mes postures ou des choses comme ça. C'est pas encore arrivé pour moi parce que je me débrouille quand même, ça va. Mais je suis pas une grande technicienne. Donc qu'est-ce que je fais pour en fait parer ce problème de technicité que je trouve que j'ai ? Je vais travailler sur quelque chose qui est ma force, qui est la couleur et la lumière. Je t'avoue, je ne sais pas pourquoi ça marche bien. C'est quelque chose, c'est un ressenti. En plus, tu vois, en école d'art, tu apprends plus des choses générales. Tu vois, tu apprends le corps humain, tu apprends à dessiner. Mais en réalité, on te donne plus une thématique en disant voilà, il y a un livre un jour à illustrer, allez-y. Et puis moi, je vous corrige un peu la composition pour vous dire que ce serait mieux comme ça. Mais on ne te crée pas vraiment ton style. Oui, bien sûr. C'est ton style discret au fur et à mesure toi-même. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore la réponse. Parce que on me le dit en fait assez régulièrement, je ne voudrais pas paraître un but ni quoi que ce soit en fait de cette situation, parce qu'en fait c'est plus que je cherche une réponse. Et c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui me disent, on envoie des super books d'illustrateurs vraiment qui sont des trucs super sympas, des collègues qui sont top. Ils m'ont dit, toi tu as un travail de la couleur qu'on n'arrive pas à retrouver ailleurs. Et j'avoue que cette question, quand on me l'a dit, je suis en mode je sais pas pourquoi, je suis désolée, j'en sais rien en fait. J'ai des illustrateurs que j'adore Louis, j'adore Iraville, mais c'est des styles complètement différents. J'adore Will et tout ce qui est Zelda, j'adore des choses comme ça. Beaucoup d'illustrateurs que je pourrais donner le nom, mais qui est en réseau en ligne en fait, qui est pas forcément très connu. Et je sais pas, je pense que c'est un mélange de tout ça et je sais pas, c'est un ressenti en fait. Mais est-ce que tu pourrais ou aimerais aller dans des choses complètement à l'opposé, genre des univers très dark, des jeux justement très sombres dans des univers, je sais pas, de space, espace ou très sombres, par exemple des choses vampiriques, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui pourraient t'inspirer ou juste au contraire non parce que t'as pas ces influences-là ? Alors, si le directeur artistique me contacte et qu'en fait il se dit on va essayer de tronquer un peu son style et on va essayer de jouer avec ça, mais on va l'apporter sur un truc plus sombre et qu'on se lance sur un projet. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Honnêtement, je trouve que j'ai encore mes preuves à faire dans ce domaine de la couleur. J'ai encore tellement de choses à faire comparé à d'autres collègues que du coup, je me dis c'est peut-être dommage de partir trop tôt là-dedans, tu vois, de trop vite changer. Continuons à exploiter ça, tu vois, c'est encore vraiment en évolution, donc continuons à l'exploiter et on verra où ça mène. Et puis,
je me dis, en fait, on est tellement nombreux d'illustrateurs dans le domaine que pourquoi prendre la place d'un collègue qui en fait c'est son truc, tu vois, il faut l'envoyer vers quelqu'un d'autre où c'est son truc. Et généralement, c'est ce que je vais faire. Je vais dire, c'est cool, mais attends, mais il y a lui, t'as vu ce qu'il fait? Ça déchire là dans ce style-là. Moi, j'aurais peut-être pas boulot dans 3 mois, j'en sais rien, mais je préfère envoyer quelqu'un où c'est sa patte, et puis moi, on verra dans ma patte ailleurs. Oui, ça évoluera peut-être, mais pour l'instant, je suis pas là-dedans. C'est ça, pas là-dedans, mais c'est vrai que je suis pas contre le challenge parce que j'adore, tu vois, le voyage en camping-car, j'adore découvrir des trucs complètement qui me sortent hors cadre, mais à la fois j'ai un peu ce côté que pourquoi pas quelqu'un qui le fait justement. Oui, je comprends. Non, mais c'est sûr. Parce que c'est vrai que ça peut être challengeant, mais ça peut être aussi complètement si vraiment... contre nature, en fait. C'est ça. Si vraiment, en fait, ça peut apporter le côté vampire, il me dit, on aime bien tes jeux de couleurs et ça se trouve, ça peut faire un truc intéressant. Je me dis, c'est vrai que ça peut être sympa d'essayer. Mais si vraiment, ils veulent un truc hyper dac et qu'ils me disent, non, on veut pas de couleurs dedans spécialement, je dirais, non, va voir ce collègue-là qui fait des trucs trop bien, quoi. Oui, et puis on sent quand même il y a un côté proche de la nature, la faune, la flore, le vivant, quoi, aussi. Oui, c'est ça. Typiquement, Savoyard, Bretagne, tu vois. En plus, j'habitais dans le parc des Bauges, tu vois, j'habitais pas en ville, donc vraiment. Et là, j'habite proche de la mer. Ces lieux de nature, en fait, c'est vraiment hyper ressourçant et c'est important. Donc, j'essaye, je pense, indirectement de le ressortir dans mon travail. Ouais, ok. Et alors, tu parlais de technique, justement. Toi, tu travailles comment? Alors, tu l'as évoqué un petit peu, le côté aussi travail aquarelle, des techniques artistiques, et après le côté numérique. Comment tu travailles? Est-ce que tu passes de l'un à l'autre? De quoi tu te sens le plus proche? Alors, je suis quand même très proche de l'aquarelle dans le sens qu'en fait, je suis un peu une teuteux, je suis un peu bête avec ça. J'adore collectionner des millions de couleurs. Si vous savez, chez moi, ma couleur d'aquarelle, mais sans vous mentir, je crois que je les ai comptées l'autre jour. J'en ai, je crois, pas loin de 600 de godets d'aquarelle. Ça sert à rien d'en avoir 600. Ouais, honnêtement, ça sert à rien. C'est juste que il y en avait autant. Je suis juste, mais encore plus. C'est juste que je suis une amoureuse de la couleur, vraiment. Et en fait, ils ont tous leurs petites différences. Et en fait, j'avoue, j'ai un amour là-dessus. Et j'en faisais même des trucs à l'époque, avant, quand j'avais le temps. Je faisais même des trucs spécialement pour la couleur, pour montrer les couleurs avec des nuanciers. Donc j'avoue que j'ai toujours un amour, en fait, sur le traditionnel. Mais pour le travail, je trouve que je suis hyper efficace quand même avec le numérique. Donc je travaille sur tablette, sur iPad. Okay. Je fais mes illustrations sur l'iPad. Et après, je les finis sur Photoshop pour faire un dossier en fait correct pour les éditeurs, un bon PSD avec les calques et tout ça pour qu'ils puissent réutiliser pour leur support. Et du coup, je travaille avec ces deux supports-là. C'est plus simple pour le côté éditorial. Et par rapport au logiciel, tu travailles sur autre chose que Photoshop pour créer? Procreate. Du coup, sur la tablette, c'est Procreate qui est fort pratique parce qu'il n'a pas d'abonnement. Et il est fort pratique pour les artistes même qui se lancent parce qu'il n'est pas cher. Donc c'est bien et c'est un logiciel qui est incroyable. Et après, je travaille sur Photoshop, le fichier final, et vérifie mes couleurs. Vous savez, plusieurs fois que les illustrateurs que j'interviewe, effectivement, me parlent de ce logiciel parce que vous pouvez créer aussi des broches, c'est ça, des systèmes de broches? Oui, on peut, puis il y en a plein qui existent. Et même sur Photoshop, on peut les créer aussi les broches. Ouais. Mais à la base, moi, je suis quand même une ancienne de Photoshop. Vraiment, tu vois, Photoshop, les raccourcis clavier et tout, c'était vraiment mon dada. Et j'ai d'ailleurs gardé pour ma tablette. Je peux pas m'en passer. Le tactile, tu vois, c'est sympa, mais je suis peut-être devenue trop vieille pour ça, je sais pas. Et j'ai un petit clavier à côté et j'ai mis tous mes raccourcis comme ça, tac, tac, tac. Et je garde ce côté un peu du piano, un peu comme j'avais avec Photoshop. Et tu travailles avec une tablette aussi pour dessiner ou c'est des tablettes graphiques qu'on appelle ça? Alors c'est un iPad du coup pour directement sur iPad. C'est un iPad pour Procreate. D'accord. Et après j'ai un écran d'une autre marque, Wacom par exemple, branché à l'ordinateur pour faire mes retouches sur Photoshop, ajuster mes couleurs et les derniers fichiers et tout ça pour mes clients. Et puis tu fonctionnes avec toute une histoire de filtre aussi, j'imagine, pour travailler les couleurs ou les textures? Ça peut arriver, pas trop. Mais il faut que je les refasse parce que quand je rajoute des petits filtres, c'est vrai que ça rajoute un petit truc en plus. Mais pas forcément. D'accord. Après, ça permet, j'imagine, de gagner du temps aussi sur quand on doit refaire des retouches de couleurs ou autres. Oui, ça typiquement, oui, les contrastes et tout, oui, ça je peux y toucher. Puis même quand des fois, j'aime bien quand les éditeurs, ils me font ce qu'on appelle des bons à tirer et qu'ils me les envoient et je peux voir en fait l'impression. Et des fois, je me rends compte qu'elle est un peu sombre. Et là, je peux rééclaircir tout simplement le fichier et puis on recorrige les teintes et les couleurs, enfin les couleurs, surtout la lumière et voilà. Ok. Quelle qualité tu dirais qu'il faut posséder en fait pour être un bon illustrateur et peut-être un bon illustrateur de jeux de société? Alors, illustrateur, il y a quelque chose que je dis souvent à ceux qui veulent se lancer là-dedans, qui travaillent. Dessiner, c'est bien. Savoir bien dessiner, c'est bien. Avoir une patte un petit peu identitaire, d'identité et tout, c'est bien. Mais il y a un truc qui est hyper important qu'on oublie beaucoup. Le métier de l'illustration, c'est pas que du dessin. Pour moi, c'est 50%. Et les 50 autres %, c'est faire son administratif, sa compta, le démarchage et surtout être quelqu'un de sympa avec qui tu as envie de bosser. Et j'ai vu beaucoup de collègues sortis d'études qui avaient un niveau absolument incroyable que je n'égalais absolument pas et qui aujourd'hui n'en vivent absolument pas du tout et qui travaillent dans d'autres jobs à côté et malheureusement en fait ils pourraient être heureux dans ces jobs mais ils le sont pas et je suis très triste pour eux et je trouve ça dommage juste parce qu'en fait ils n'ont pas réussi à se mettre le matin
en disant ce matin, il faut se lever à telle heure pour faire tel projet et se coucher le soir. Et en même temps répondre aux mails et en même temps peut-être ils n'ont pas eu le temps d'être sympas parce qu'ils n'ont pas réussi déjà à finir en fait à se lever le matin et finir le projet. Donc c'est pas facile ça. Tu vois. Et puis pour le coup c'est un travail en autonomie, c'est-à-dire qu'effectivement tu n'es pas embauché quelque part. Donc, c'est très dur pour des personnes. Le freelance c'est aussi quelque chose de... il faut pouvoir le faire. C'est ça. Tu vois typiquement je pense que beaucoup de personnes l'ont vu pendant le Covid. Je ne veux pas que ce soit un gros mot, mais, oui, bien sûr. Mais tu vois, en fait, te lever le matin pour aller bosser, il y en a certains, c'est difficile, en fait. Tu es chez toi, tu as ta famille ou pas, tu as ta machine à café qui te fait de l'œil comme ça. Tiens, lève-toi encore pour reprendre un café, oh, la petite télé, oh, le machin. Et il y en a réellement, ils n'y arrivent pas, c'est trop dur, il leur faut un cadre de travail. Ça, c'est quelque chose de difficile par rapport à ça. Puis il y a aussi autre chose, il faut aussi reconnaître que les revenus ne sont pas forcément constants. Tu vois, typiquement, je suis sur un gros projet en ce moment, j'ai été payée en janvier et la prochaine fois, je serai payée en juillet. Tu vois. Ouais. Donc en fait, il faut arriver à vivre sur ce que tu as mis de côté pour anticiper en fait ce genre de creux. Bien sûr. Typiquement, si j'avais vraiment eu un problème de creux, je l'aurais dit à l'éditeur, est-ce que tu peux me diviser en plusieurs fois aussi, il y a des avances. C'est possible. Ouais. Mais vu que du coup, j'ai bien géré ma compta, j'ai pu couvrir ces trous en fait. Et là, ça fait combien de temps maintenant que tu es vraiment lancé en freelance, que tu vis de ce métier ? Que j'en vis, ça fait pas longtemps. D'accord. J'en ai toujours fait ça en fait à côté où après j'étais aussi professeur. Non, j'ai donné des cours de dessin. Des cours de dessin aux enfants, donc ça me faisait une entrée avec pas beaucoup de sous au début. Et puis après, se greffaient quelques projets, etc., etc. Mais je peux pas vraiment dire qu'on en vit quand on gagne 800 € par mois, tu vois, je survivais. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, et que j'en vis, c'est depuis que je suis dans le monde ludique, et ça doit faire 2 ans en fait, tu vois. Mais ça a mis tellement longtemps, je me suis lancée en 2016, donc tu vois. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que pour le coup, comme tu dis, il faut le temps de se faire. Ça, j'ai pas lâché. De se faire un réseau, d'avoir plusieurs sorties, d'avoir eu plusieurs projets, etc. Et c'est ça. Et moi, typiquement, dans mon cas, en plus, je suis pas issue d'une famille qui est aisée, et j'avais pas un logement gratuit qui était accessible pour moi. C'était compliqué en fait, tu vois. Moi j'ai la chance d'avoir eu mon conjoint quand même, mais il a jamais gagné 1200, il était au SMIC en fait aussi. Mais tu vois voilà, on vivait comme ça, modestement, on vivait bien, on n'en avait pas à se plaindre, mais c'était quand même pas forcément facile avec le logement à payer à côté et toutes les charges en fait. Donc ça a mis du temps à se lancer et puis maintenant je suis contente et j'en vis et c'est trop bien et c'est trop cool de pouvoir vivre de sa passion, il faut que ça continue quoi. Alors tu parlais d'une rencontre avec Camille Chaussy finalement qui t'a mis le pied à l'étrier dans ce monde-là que tu n'avais pas imaginé. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres justement, enfin tu parles que c'est un métier de rencontre forcément, oui. Mais d'autres rencontres un peu marquantes qui t'ont permis vraiment de sauter le pas et puis de faire d'autres rencontres? Franchement, en fait, dans les salons, Ouais. Dans les salons, Théo, une fois, il a raconté une anecdote qui était assez drôle. Tu parles de Théo Rivière, j'imagine. Oui, pardon, excusez-moi. En fait, mon premier salon, ça a été Paris Ludique, le PEL, justement, il y a 2 ans. Ok. Tu vois, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, en fait. Et c'était pour ma première aventure qui est sortie. Et moi, je sonnais un petit peu dans la quartier pro, là, en mode, faut démarcher, on va discuter avec des gens, après tout, c'est sympa. Et puis là, il y a Théo qui m'aborde et qui me dit... salut, tu fais quoi? Il avait une jolie petite chemise avec plein de personnages dessus, c'était trop cool, tu vois. On le voit de loin souvent. Et je savais pas qui c'était non plus, tu vois, je le connaissais pas, mais il était sympa. Et il dit, on commence à discuter et tout. Et puis, ça a commencé comme ça avec Théo, par exemple, donc cette rencontre-là. En plus, il s'avérait qu'avec Théo, on travaillait sur le même projet, mais je savais pas parce que j'avais pas le droit de le dire, et c'est lui qui après l'a dit. Donc, c'était quoi? Je peux pas le dire. Ah non, d'accord, c'est pas encore. Non, c'est pas encore. Ah, pardon. Mais c'est pour bientôt. Du coup, voilà, donc c'était très très marrant. Après, tu rencontres plein de gens, donc après, qu'est-ce que tu rencontres d'autres? J'ai rencontré après Olivier, que j'aime beaucoup aussi, Olivier Doroiteo. Oui. Peut-être j'écorche son nom. Doretto, je crois. Qui est une personne aussi incroyable. J'en oublierai tellement. Puis après, tu rencontres des gens quand tu bosses à force sur les projets. Typiquement, Erwin aussi, que j'ai rencontré avec un projet, on a bossé ensemble. Et après, tu crées tes petits liens. Après, tu vas tous un petit peu au resto, boire un verre ensemble. Et puis ça se crée. Et puis voilà. Et est-ce que justement, tu t'es rapproché d'autres illustrateurs aussi? Et je pense notamment aux membres de la charte des illustrateurs ludiques. Oui. Parce que j'imagine qu'au départ, c'est pas simple non plus. Toutes les démarches administratives, t'en parlais tout à l'heure, etc. Oui. Les premiers contrats, qu'est-ce qu'on signe, etc. Est-ce que ça t'a été utile Alors, la CIL, ça fait pas longtemps que je suis dedans. Ouais. Ça doit faire depuis exactement. Ils ont lancé en fait les c'est adhésions. C'est pas si vieux que ça non plus. Hein. Non, en fait, il y avait quand même un réseau à la base, déjà un pré-réseau, mais qui n'était pas vraiment établi, où on se regroupait plus entre illustrateurs. Et on savait qu'il y avait le conseil collégial de la CIL, mais c'était un truc sur Discord, un petit peu sympa, on se rejoignait, mais il n'y avait pas encore un cadre comme c'est maintenant, où là, ils ont vraiment créé quelque chose, où ils sont en train de mettre en place pour donner justement ce que tu dis, des informations, des conseils et tout ça. Donc à l'époque, moi, ce que je faisais, j'ai contacté Gilet Franco, je contactais des illustrateurs que je trouvais leur boulot cool. Déjà Camille, j'ai beaucoup embêté Camille, désolée, ma petite Camille. Et elle m'a expliqué un peu les tarifs pour essayer de m'aiguiller pour pas que je fasse trop de bêtises. Et après j'ai passé beaucoup de temps avec Olivier au téléphone.
du coup, pour qu'il m'explique aussi. Donc après, ça s'est fait beaucoup avec les collègues, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà, les collègues. Et je pense que la CIL, ça va venir aussi maintenant parce que mine de rien, le Discord, il est actif. Ils répondent bien quand on a des questions et tout ça et tout ça. Et c'est vrai qu'indirectement, il y a des membres de la CIL que j'ai contactés pour avoir des informations parce que je me retrouvais un petit peu dans leur projet, dans leur travail et tout ça. Et j'étais en mode, du coup, je vais le contacter pour lui demander, vas-y, dis-moi comment tu ferais pour ça. Et voilà. D'accord. Oui, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est s'entraider finalement aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce milieu-là. Je trouve qu'il y a peut-être de la concurrence quelque part sur des projets, aussi, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on a tous en fait une patte à importer à un jeu de société qui est un peu différente. Les bons illustrateurs, en plus, sont souvent très vite très occupés aussi. Donc, quand ils ont trop de projets, s'ils s'entendent bien avec l'éditeur, ils vont dire il y a quelqu'un là qui est sympa, qui pourrait coller à ton jeu. Et du coup, indirectement, ils peuvent envoyer vers ce genre de choses qui est arrivé, par exemple, sur un jeu que j'ai réalisé. Il y a des choses auxquelles il faut être vigilante quand même sur les contrats, ou est-ce que globalement maintenant c'est pareil, tout le monde s'est professionnalisé, même les éditeurs aussi sont aussi en réseau, etc. Donc est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant, ou globalement les contrats se ressemblent un peu Alors honnêtement, les contrats, maintenant je trouve qu'ils se ressemblent. Donc tu cherches en fait plusieurs choses, tu cherches la rémunération généralement dessus, comment ça va être exploité au niveau de tes droits et le nombre d'exemplaires aussi que tu reçois. Globalement, c'est un petit peu ça qu'on regarde, toutes les autres petites lignes aussi, mais ça se ressemble un peu. Après, les contrats français sont un peu différents des contrats américains. J'ai eu quelques contrats américains aussi, Ils sont un petit peu différents. Les contrats américains que j'ai eu pour le moment sont plus légers, et puis après tu as aussi les NDA que tu signes avec Altered qui sont encore différentes. Donc en plus c'est impressionnant parce qu'Altered, tu as les NDA, tu as de l'anglais, je crois que tu as du mandarin aussi dedans, tu as du français, et du coup tu vois toutes les langues, tu es en mode oh, mon Dieu, je travaille avec les grands, c'est incroyable, tu vois. NDA, c'est quoi ? NDA, c'est des clauses de confidentialité. Des clauses de confidentialité, ouais, ah d'accord. Genre tu ne peux pas parler parce que tu as des clés. En fait, c'est un nom. NDA, c'est une abrégée de quelque chose, mais j'ai plus le nom, je suis désolée. Je cherche, parce que non, ça, je ne l'ai pas non plus, l'acronyme. Ouais, je sais pas. Et en plus, je crois que c'est en anglais. Okay, du coup, j'ai pas de mémoire des noms et du coup, c'est compliqué. Pas de souci. On cherchera, mais c'est vrai que j'imagine que sur ce genre de projet, effectivement, on n'a pas parlé d'Altered, mais c'est vraiment un corps spécifique. Ils travaillent sur des collections, sur des nouveaux sets, etc. Et ça, on a le droit de parler de rien. Ah non, on a le droit de parler de rien. C'est vraiment quelque chose. Il y a un contrôle dessus de leur part, parce qu'en fait, il y a des fans. Il y a des fans et les fans, ils veulent des fois un peu savoir, tu vois. Donc nous, on fait non, on n'a pas le droit de savoir. Et je me rappelle quand j'avais été là vers chez moi et que je disais dans une boutique de jeux en me présentant parce que je veux refaire des copains vers chez moi, tu vois, vu que j'ai déménagé. Et là quelqu'un en disant j'ai fait une petite carte ou deux pour Altered. Il y en a, il me dit mon Dieu et tout, t'as travaillé pour Altered, alors que j'ai pas la prétention de faire autant de cartes qu'un vrai illustrateur dédié à Altered, c'est pas mon cas. Moi je fais des petites cartes occasionnellement dans mon style ou plus proche du leur, mais occasionnellement. Oui, parce que Equinox, ils ont leurs illustrateurs, logiquement. Tels que Zaël, par exemple, qui est une copine à moi. Et voilà, donc là, ils ont vraiment leurs illustrateurs attitrés. Et moi, déjà, entre le fait que j'adore aussi travailler sur plein de projets éditoriaux différents, et que j'ai du mal, des fois, quand à chaque fois, ils me contactaient en mode, bon, là, on s'y met. Je suis en mode, dans 3 mois. Mais en réalité, ils sont arrivés une année où c'était un peu charrette. Tu vas prendre typiquement, là, tu vois, il y a encore 2 semaines, en septembre, j'étais pas dispo. Et là, typiquement, en octobre, je suis dispo. Tu vois. En fait, il suffit que tu arrives, que j'ai un mois de dispo et ça peut le faire, en fait. Mais ils étaient mal tombés l'année dernière. Donc, on va dire que c'est des projets ponctuels. C'est ça, Altered, c'est ponctuel, en fait. D'accord. Et là, il y a déjà des sets sur lesquels tu as travaillé qui sont sortis, ou c'est pas encore fait ? Non, je crois qu'il sort à la fin de l'année. Ce sera fin d'année, d'accord, ok. Et ça, du coup, tu peux pas en dire plus pour l'instant. Non. Puisque c'est pas sorti. C'est ça, désolé. Non, mais c'est toutes les confidentialités, c'est normal. On peut peut-être parler de ton actualité, justement, aussi. Alors là, il y a eu effectivement l'île des Mookies qui vient de sortir. Refuge, c'était en début d'année déjà, je crois. Il sortit en décembre, oui. Même fin d'année dernière, 24. déjà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les choses qui peuvent arriver et qu'on a le droit de dire, du coup ? Du coup, il y a le projet avec Borderline Edition qui va sortir, là, Wiz, où là, je suis super contente parce que je suis justement sur un style un peu plus famille, un peu plus adulte. Et là, vous voyez, mes niveaux couleurs, il m'a dit, j'ai adoré quand il m'a contacté, il m'a dit, j'aime ton travail, dis-moi quand tu es dispo, dis-moi ton prix et je veux ton travail. Et ça m'était jamais arrivé encore un truc à ce point-là. Et j'étais en mode, waouh. Et du coup, j'y suis allée à fond. Et je trouve qu'on a fait un bon boulot. Donc c'est quoi, ça va être quoi comme jeu ? C'est un jeu sur une école de sorciers avec des petits personnages. Donc l'idée, en fait, il aimait bien Harry Potter, mais on voulait pas faire une copie d'Harry Potter. Donc on a vraiment fait un truc complètement différent, avec des personnages qui viennent en fait carrément d'autres mondes pour chacun, tout dans la couleur, avec de l'eau, du feu, de l'air, et ils doivent se combattre en fait, gagner des points. Je suis pas la meilleure pour raconter les histoires, je suis désolée. Mais voilà, en gros c'est un truc d'école de sorciers avec plein de couleurs et qui va dans tous les sens, et voilà, trop cool. Donc ça c'est le jeu là qui va sortir. C'est pour quand ça, tu sais ? Normalement il va sortir là pour l'automne, si je dis pas de bêtises, si tout se passe bien. J'ai un jeu qui sort aussi Forest Spirit ou Spirit Forest, qui va sortir là pour
un petit petit éditeur. Forest Spirit, je crois. Ok. C'est Epic Games. Replay Games. D'accord. Et, Epic Games, c'est le distributeur. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, là, pareil, un petit projet que j'ai fait pour m'adapter à ce petit éditeur. On a travaillé peut-être 2 semaines dessus. Mais tu vois, je suis contente du boulot qui a été réalisé. Donc, on a ça. Et surtout, le gros projet avec Libellude que j'ai vraiment... Mais qu'une hâte, c'est de vous en parler, en fait. Parce que c'est trop cool. C'est vraiment un gros truc. Donc, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas le droit de poser de questions. Mince. Voilà. Bon, l'interview se passe un peu trop tôt. Voilà, c'est ça. Mais Bon, ça va arriver pour bientôt. Et c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Donc, il faut qu'on garde les petites alertes sur les projets Libellude. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour cette année. Parce que mine de rien, le projet en fait que j'ai eu pendant quand même 4 à 6 mois avec Borderline était quand même assez costaud. Donc voilà, je crois que c'est à peu près ça. Puis d'autres choses. Et alors justement, tu arrives à travailler sur plusieurs projets en même temps ou vraiment tu te dis, non, je travaille sur tel jeu pendant 3 mois, 4 mois, je me bloque là-dessus, je fais un autre après parce que j'imagine que c'est pas toujours facile de passer d'un univers à l'autre ou d'un... En fait, comment tu arrives à faire? Pardon. En fait, moi, ce que j'aime bien, mine de rien, c'est quand même de travailler sur 2 projets en même temps. Pourquoi ? Parce que ça me repose l'œil et le cerveau. Et surtout, ça laisse l'éditeur le temps de répondre. Il n'est pas dans la précipitation. Je lui dis, mon Dieu, si on veut tenir la deadline, il faut que je lui réponde dans la journée, sinon c'est fini. Alors que là, je lui dis, t'inquiète pas, j'ai un 2e projet en même temps. Ça me fait reposer l'image, j'y verrai plus clair quand je reviendrai dessus. Et toi, va prendre ton café, va voir tes collègues, t'inquiète pas, tu peux me répondre dans 2-3 jours, j'ai autre chose à faire. Et pour ça que j'aime bien avoir généralement 2 projets en même temps. Après, quand les deadlines sont très serrés, là, généralement, je me focus sur le projet. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut aussi, c'est un temps long aussi, parce que c'est normal, la création, elle se fait pas en 2 secondes, et les retours non plus. Parfois, il faut savoir poser des projets aussi, j'imagine, si on est bloqué. Ou... Typiquement, là, tu vois, j'ai Altered qui commence prochainement. À nouveau, on fait une carte là pendant l'été. Et j'ai un autre projet pour une couverture que j'ai pas encore le droit de parler, mais c'est pour un magazine. Pareil, un truc de fou aussi que vous allez voir bientôt. Je pense qu'ils vont l'annoncer bientôt dans les prochaines semaines. Okay. Pour un magazine du coup dans le monde ludique. Et du coup, j'ai ça en parallèle d'Altered, par exemple. Ok. Oui, parce que du coup, c'est peut-être bien de le dire aussi. C'est vrai que tu travailles essentiellement maintenant pour le monde du jeu, mais tu as peut-être d'autres projets dans le milieu du livre ou plutôt pour des... Alors, j'ai vu que tu avais fait aussi une affiche de festival, un festival de jeux. Donc, il y a des choses peut-être sur d'autres travails, peut-être à côté, d'autres travaux, pardon. Tu vois, là, les couvertures de magazines, des couvertures de livres, ça, j'aimerais bien. J'aime beaucoup le TCG. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais je ne voulais pas le faire au début. Mais il y a apparemment Magic, des fois, ils font des collections occasionnelles avec des illustrateurs occasionnels sur des thèmes avec des styles un peu occasionnels. Et j'étais en mode, pardon, beaucoup d'occasionnels. Et j'étais en mode, je vais pas les contacter, je vais attendre un petit peu d'avoir plus de bagages. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent, mais non, mais vas-y. Je suis en mode, bah oui, c'est vrai que d'habitude j'ose, mais là je me dis, quand même, j'ose pas trop, quoi. Et là je suis en mode, on va peut-être essayer, tu vois. On verra. Puis pire, ça mènera nulle part. Ce serait des envies en tout cas. C'est ça, ou dans le jeu vidéo aussi, faire du concept art dans le jeu vidéo, j'aimerais aussi beaucoup retourner un petit peu en mode, ah oui, des trucs que j'ai toujours rêvé faire, quoi. Bon, de toute façon, les portes restent ouvertes. Oui, j'imagine que dans le freelance et dans ce milieu-là, le milieu artistique et d'illustration, il faut garder les portes ouvertes, ça c'est sûr. Tout à fait. Écoute, super. Je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin de l'interview. Est-ce que peut-être tu as quand même un illustrateur ou une illustratrice dans le monde du jeu dont tu te sens proche en fait dans le travail, dans l'univers que j'apprécie aussi personnellement ou juste son niveau illustratrice? Les deux, c'est comme tu le sens. Moi j'ai envie de dire ma petite Camille. Camille Chaussy, ouais. Ouais, ma petite Camille. Mais après, j'ai plein d'autres copines, tu vois. Je pourrais t'en citer plein. Il y a Zaza, il y a Lucie, il y a Iris, il y a Yarvin, il y a tout le monde. Il y a Maud aussi que j'apprécie beaucoup. Mais Maud, mais elle est tellement incroyable en fait que du coup, je peux pas me permettre de... Enfin, les autres sont incroyables, mais tu vois, il y a Maud, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un jeu que tu n'as pas illustré, que tu trouves vraiment extraordinaire, avec une DA le jeu que Maud, là, elle est en train de sortir, parce que j'adore ce qui brille. Et là, son truc avec les... Tech Time. Alors déjà, Tech Time, oui, l'incroyable. Ouais. Non, celui avec l'espèce de loup renard blanc, apparemment ça brille, la couverture, je l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu qu'en vidéo. Je l'ai pas vu encore. Et avec des arbres et tout, de forêt. Pardon, on n'a pas le nom. Peut-être c'est en cours de travail, peut-être. Oui, il n'est pas encore sorti, il est en cours. Il s'appelle Tulico. En fait, et lui typiquement, j'aurais adoré le faire. Il est incroyable, il est beau. Tulico, c'est gigamique. Ouais, je l'ai pas encore vu en vrai. Je l'ai vu qu'en photo. Elodie l'a repartagé en fait, et j'étais en mode mais il brille. Il y a une petite bête blanche, un petit canin dessus, avec de la forêt. Lui, typiquement, j'aurais adoré. Mais elle a fait un travail tellement incroyable que du coup, c'est trop bien qu'elle l'ait fait. D'accord. Écoute, on ira voir ça. Je suis curieuse de voir plus. Tu vois.
dis pas de bêtises, c'est de Studio H. Ils font de toute façon Ah, des c'est jeux. Studio H. ok. Studio H, ils font des jeux trop beaux en fait. Écoute, Donc, ouais, j'irai voir voilà. ça. Je Trop cool. suis passée à côté. Pourtant, je suis pas mal à ce que fait Maud. Oui. Écoute, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter à cette interview? Bah, que le monde ludique, vraiment, je trouve que. On en parle encore avec une copine là, qui venait sur le salon, Lucie Dessertine, mais elle est plus dans le monde par exemple, du livre, elle. Vraiment, elle me l'a dit, mais le monde du jeu, c'est un univers qui est différent. Et je lui dis oui, et je crois que c'est ça que j'aime. Les gens sont gentils. Les gens sont gentils et je trouve que c'est un univers qui est... Bien sûr, je ne vais pas paraître bisounours ni quoi que ce soit, mais honnêtement, je trouve que les gens vraiment sont quand même globalement gentils. Il y a une bienveillance, et bienveillance générale, une bonne ambiance, c'est enfant. Et c'est vrai que le monde du livre, et j'ai pas eu de problème avec le monde du livre, hein, ils sont gentils aussi, mais c'est peut-être plus littéraire et ils ont moins ce côté plus geek peut-être. On a gardé notre côté enfantin, surtout. Peut-être, je voilà, pense c'est aussi, ça. mine de rien. Et je trouve qu'il ne faut pas le perdre. C'est Parce qu'il est incroyable. Et est-ce que tu joues plus alors? C'est ça la question, si j'ai oublié de te demander. Alors oui, je suis allée au monde de jeux là il n'y a pas longtemps. Et du coup, là j'ai fait plein de jeux. Merci beaucoup à Aline de m'avoir fait découvrir tout ça, puis à Florian aussi et tout et tout. Sinon en dehors chez moi, mon conjoint joue pas beaucoup. Je travaille beaucoup, donc j'ai pas beaucoup le temps chez moi de jouer. Mais là quand je suis en déplacement, tu vois comme ça que je suis avec des collègues qui jouent, mais je découvre plein de trucs en fait. Donc tu te fais ta culture ludique là? Oui, petit à petit. Le problème c'est que j'ai pas de mémoire des noms. Donc là j'ai essayé plein de jeux incroyables avec Aline et je suis en mode... Pardon Aline, je t'avais dit que j'oublierais le nom. J'ai oublié les noms des petits trucs qu'on met ensemble et que des polyaminos. Des polyomino? Merci. Voilà, que je découvre que j'adore ce genre de style. Et je découvre aussi qu'à cause de ma dyslexie, tous les jeux où il y a des mots, des choses comme ça, j'ai des jeux de mots, tu vois, un peu au tac au tac, là j'ai un peu plus de mal. J'ai une autre question qui m'est revenue, c'est est-ce que tu testes les jeux sur lesquels tu travailles? Oui, toujours, et j'aime bien. Ça peut m'arriver malheureusement que il m'envoie juste un peu des images du proto, il m'explique vite fait qu'on n'y joue pas, mais c'était plus avant. Et là maintenant je demande vraiment de jouer au jeu. J'ai d'ailleurs adoré l'expérience avec Bombix, où là Bombix je suis même allée sur place vu qu'ils étaient à côté de chez moi. Et là j'ai pu faire le jeu sur place au lieu de le faire en visio. Et sinon on essaye de le faire au moins quand je me déplace, si on est en cours dessus, comme ça a été le cas avec Wiz de Borderline, de le faire et de l'essayer en salon. Et c'est important pour le coup pour aussi mieux comprendre l'univers, ou est-ce que tu as besoin de ça toi? Pour ça, pour voir aussi la taille des pièces. Typiquement avec Bombix, on avait eu une petite histoire aussi où il y avait des pièces, elles étaient un peu grosses à l'essai. Je leur dis vous êtes mignons, mais vous avec vos mains de bonhomme, oui les pièces elles sont cachées parce que vous avez des mains de bonhomme. Je leur dis mais vous avez vu moi, ça passe, ça déborde à gauche, ça déborde à droite. Et du coup je dis va falloir peut-être voir pour une autre forme. Et du coup justement ça fait voir ce genre de choses. Et après vu que la taille est différente, on adapte l'illustration différemment dessus. Et tu parlais au tout départ que donc tu avais fait un bac pro graphisme. Est-ce que ça te sert encore aujourd'hui justement pour bien... Est-ce que tu en fais d'ailleurs un petit peu de graphisme? Est-ce qu'on t'en demande ou pas forcément? Alors oui, on rouspète beaucoup quand on est adolescent. Quand j'étais ado je disais gna gna gna, jamais je ferai de graphisme et tout. Bref, avec le recul, je trouve que c'est intéressant ne serait-ce que pour plusieurs choses. Pour savoir des notions de bord perdu, des notions d'imprimerie, des notions de colorimétrie par rapport au CMJN, au RVB. Je vais peut-être pas rentrer là-dedans, sinon on va perdre beaucoup de monde. Mais en fait, il y a beaucoup de notions d'imprimerie qu'on retrouve dans le jeu de société, dans l'illustration. Les DPI, la taille des écrans, la taille des fichiers. Les résolutions, voilà, c'est ça. Que peut-être quelqu'un, et c'est vrai que j'ai des collègues qui sont vraiment que dans l'illustration, qui se lancent, ils me disent mais mon Dieu, mais j'ai aucune notion numérique, ça va, c'est pas trop compliqué. Je dis non, tu verras, ça se fait bien. Et ça, c'était bien d'y avoir. J'ai aussi des notions de composition au niveau du titrage, au niveau des choses comme ça. J'étais pas mauvaise, honnêtement, à l'époque, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça aujourd'hui. On va dire, je vais faire du graphisme quand un éditeur va me dire ça peut te permettre qu'on lance le projet parce que du coup tu peux nous faire le graphisme un petit peu avec, et je vais le faire. Et je pense que c'est important pour avoir la notion de savoir où placer tel élément dans une image, parce que tu sais qu'à cet endroit-là il y aura une icône, ou ce genre de choses, j'imagine, pour comment on place l'illustration. C'est ça par exemple, c'est aussi important pour ce genre de choses. L'ergonomie de la carte aussi. C'est ça, puis quand je parle avec mes collègues graphistes, du coup ça me paraît pas être un univers aussi complètement inconnu, tu vois. C'est vrai que j'ai certains illustrateurs qui vont me dire oui, moi les graphistes je les connais pas forcément, alors que moi j'adore en fait. J'ai plus leur nom en tête. Par exemple avec Spaceco, le graphiste de Spaceco il m'a dit tout gna gna. Du coup on s'est rencontrés après, ou je sais plus si on s'est rencontrés, mais en tout cas on a beaucoup échangé et on devait se rencontrer si on s'est pas rencontrés. Mais voilà, tu vois, ça fait aussi voir un monde un peu différent au niveau des graphistes et d'être peut-être un petit peu plus proche d'eux. Donc pour ça c'est pas mal aussi. Si tu étais un univers de jeux de société, lequel serais-tu? Du coup, il y a eu un peu le monde d'un jeu qui m'avait dit des questions par rapport aux jeux de société. Comme je dis, je suis assez récente dans le jeu de société, donc j'ai pas encore une grande culture. Mais typiquement, s'il y avait un jeu, lequel je serais, mais je peux pas le dire parce que je travaille dessus. D'accord. Alors un univers,
peut-être plus qu'un jeu. Un univers de magie, un univers de nature. Ouais, un univers de nature, de magie, de personnages féeriques. Ça peut-être peut paraître compliqué, je ne sais pas, parce que j'ai compris que les noms, c'était pas simple. Oui. Mais s'il y avait un auteur dont tu étais le plus proche, tu serais qui ? Un auteur dont je suis le plus proche. J'aime bien Élodie et Théo. Il y a Théo Rivière et sa compagne, Élodie Clément. Voilà, ça Oui. m'est revenu. Voilà, désolé, même leur nom, Ouais, tu vois, ouais. Théo, il est gentil, mais j'avais pas son nom aussi, donc Ok. petit pardon. Mais j'aime bien Florian aussi, mais pardon Florian, j'ai dit Théo et Élodie. Et donc, si tu étais une technique artistique, tu serais laquelle ? Si j'étais une technique artistique, je pense que je serais de l'aquarelle quand même. De l'aquarelle. De l'aquarelle, mais bon, maintenant numérique, mais je garde ce vibe en fait dedans. D'accord. Tu as l'occasion d'en faire toujours pour le plaisir ? Non, j'ai pas le temps. Ah mince. J'ai pas le temps, mais c'est pas grave parce que je m'éclate au numérique aussi, donc c'est pas grave. Mais je pense que les couleurs, en fait, l'aquarelle, c'est les couleurs. Je pose toujours la même question à la fin, savoir si est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre à me proposer dans le milieu ludique pour une prochaine interview ? En vrai, j'ai tellement de personnes qui me viennent en tête, j'ai tellement de copains. Je pense que dans le jeu de société, vraiment jeu de société, allez, Olivier Doroito. Merci. Mais il le sait que j'ai du mal à dire son prénom. Mais il le sait que beaucoup de monde Donc ont du un mal. illustrateur mais également. on tombe quand même sur lui quand on le cherche à chaque fois. Oui, voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Mais du coup, un personnage incroyable, une culture incroyable. Il est ami avec des gens que je suis absolument totalement fan, qui s'appelle Jérôme Pellissier. Il le sait parce qu'on en rigole beaucoup. Vraiment, quelqu'un que tu peux interviewer, c'est Olivier. Ok. Et puis qui a un bon parcours aussi d'illustrateur. Hein. C'est ça, un très long parcours d'illustrateur dans le jeu de société et aussi dans d'autres choses hyper intéressantes comme Ubisoft ou des choses comme ça. Eh ben, je te remercie pour la proposition. On va terminer le podcast comme on fait habituellement sur les vidéos, sur le podcast, etc. Je dis, alors, au jeu illustré par Sepio, tu joues ou quoi ? Et le tu joues quoi, on va le dire ensemble. Alors, au jeu illustré par Sepio, tu joues ou quoi ? J'espère que cette interview de Sepio vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la chaîne YouTube. Pour David et moi, votre soutien est important. Durant le mois d'août, je vous réserve un épisode un peu différent du format habituel. Alors restez bien à l'écoute.